Yo les bros, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre 1007 de One Piece. Un chapitre incroyable et inattendu qui nous gratifiera d'une fin unique que personne n'avait osé imaginer. Oden est en vie. Je vais tout vous expliquer dans cette review, je pense avoir percé le secret incroyable de cette fin, mais pour ça il va falloir attendre un peu car tout le reste du chapitre est à analyser. J'en profite pour vous rappeler de rejoindre mon serveur Discord, ce soir il y a la fameuse soirée dédiée à ce chapitre 1007, et dimanche un jeu spécial sur le thème de One Piece, alors venez nombreux. Nous allons commencer les bros, comme d'hab si vous pouvez laisser un pouce bleu, ça contribue énormément à aider la chaîne, merci beaucoup à vous, et commençons. Ce chapitre se divise en plusieurs parties et l'une d'elles se trouve être Chopper vs Queen. Après Luffy et Nico Robin, c'est le médecin de l'équipage qui est à l'honneur. Oda compte-t-il mettre en avant chacun des Mugiwara de cette façon? C'est-à-dire, chacun des prochains titres sera-t-il en lien avec la jambe noire ou encore la chatte voleuse? Et j'en passe. C'est ce qui semble être le cas. En tout cas, ce chapitre est dédié à Chopper qui se dépasse pour être au niveau de maîtrise de Queen en termes de médecine. Tout commence avec les victimes que Yogoro a faites durant son déchaînement de puissance dans le chapitre précédent. Mima Warigumi ou encore Oniwaban, aucun n'a résisté à la puissance légendaire de ce samouraï ayant utilisé la force du Kori-Oni pour vaincre tous ses adversaires. Même Diaz Drake commence à réaliser pourquoi les samouraïs de Wano Kuni sont craints partout dans le monde, ce sont de véritables monstres. Voyant le massacre, Queen passe enfin à l'action, non sans exprimer le dégoût qu'il ressent vis-à-vis de son propre équipage. Les Pleasures, les Gifters, les Waiters, tous ne sont que de pantins destinés à être utilisés comme des consommables sans aucune attache à l'importance de leur vie. Et qu'après tout, Chopper lui-même en tant que pirate ne les aidera pas et les utilisera pour finir par les trahir comme n'importe quel pirate le ferait. Il y a plusieurs choses du coup à décrire dans cette scène. Déjà, cette tendance de voir une trahison au sein d'un équipage pirate me rappelle toujours cette description de l'équipage des Rocks connu pour s'entretuer à longueur de temps. Je ne sais pas depuis quand Queen est aux côtés de Kaido, mais il se peut qu'il le suive depuis le temps des Rocks justement et que cet état d'esprit l'a influencé encore aujourd'hui. Ensuite, il est clair que Chopper ne trahira personne, mais encore plus, il veut sauver tout le monde. C'est son rêve, découvrir le panacée qui guérira toutes les maladies. Ça avait été le sujet d'une de mes vidéos il y a 2 ans et j'expliquais justement que Chopper aiderait les consommateurs de Smile de l'équipage de Kaido pour guérir leur malédiction tout en ayant un lien avec Queen et ses propres maladies. Je vous laisse le lien de cette théorie dans la description, vous verrez, elle s'est quasiment réalisée à moitié et ferait de Chopper l'un des Mugiwara les plus proches de réaliser son rêve. Trêve de belles paroles, Chopper passe à l'action également. Il se rend désormais sur le terrain et empêche, Dieu merci, Yatape le Yakuza d'exécuter Yogoro. Alors soit Chopper a le acquis de l'armement, soit il est d'une force colossale dans sa forme banale pour arrêter le coup de sabre d'un samouraï. Bref oui, même si Oda voulait nous la jouer sentimentale dans le dernier chapitre, je vous ai prévenu qu'il était très peu probable que Yogoro meure si vite. Il risque de mourir effectivement, mais actuellement, cela n'aurait pas servi à grand chose. Plus encore, Chopper a trouvé un moyen efficace de contrer ce virus. Tout ça, Chopper le droit à son entraînement durant les 2 ans d'ellipse. Les Mugiwara ont tous progressé dans leur matière au point de devenir de véritables professionnels et Chopper est sans aucun doute l'un des meilleurs exemples. Grâce à son exploit, il parvient finalement à rallier l'équipage de Kaido de son côté, prouvant la fidélité de ces hommes devenus de simples pions dans l'équipage d'un empereur. Leur futur est alors très clair, soit ils vont rester sur Wano Kuni pour aider à protéger ce pays en prenant habitat sur Onigashima, soit ils vont rejoindre la flotte de Luffy d'une façon ou d'une autre. En tout cas, maintenant qu'ils ont de nouveaux alliés, le combat contre Queen va pouvoir faire rage pour vaincre la calamité. Marco et Chopper, les 2 médecins d'un équipage légendaire, s'allient pour attaquer Queen. Chopper mange une de ses Rumble Balls se transformant en Monster Point et porte un coup si puissant à Queen que du sang jaillira de la bouche de la calamité. Et oui, notre petit Chopper a maintenant bien grandi, il se frotte face au commandant de Yonko. Cette partie se clôt désormais et la suite promet. Nous allons voir jusqu'où peut monter sa puissance et à quel point les sbires de Kaido lui seront fidèles. On en vient à la seconde partie de cette review, le rapport entre Kaido et Vegapunk. Alors que Momonosuke se transforme en dragon, l'origine de Kaido se dévoile de plus en plus. Le chef du CP0 se rappelle soudainement de comment et pourquoi Kaido avait été attrapé par la marine dans le passé. Vegapunk aurait extrait des échantillons de son facteur de lignage, les utilisant pour créer un fruit du démon artificiel. Un fruit qui d'après lui aurait été totalement raté et qu'il aurait malgré tout conservé sur Punk Hazard. Durant l'explosion de l'île, une chance persiste que le fruit ait survécu, en tout cas le CP0 se réjouit étonnamment que ce soit qu'une expérience ratée. Wow, eh bien comment moi je ne devrais pas me réjouir. Au mot près, il s'agit de ma théorie sur Kaido et ses origines datant de 3 ans qui vient de se confirmer. J'ai quand même eu l'idée du traitement médical expérimental, notamment via Vegapunk ou d'autres scientifiques, mais il me manquait quand même un chaînon pour relier tout ça une nouvelle fois. Et ce chaînon a été Momonosuke et son fruit artificiel. En effet, celui de Kaido et Momo sont similaires. Kaido semble pouvoir générer nuages et orages en étant en forme de dragon, et Momonosuke lui aussi parvient à créer des petits nuages sur lesquels il peut prendre appui. Et se dire que le fruit qu'a mangé Momonosuke était de base une expérience de Vegapunk qui d'ailleurs aime tous les types de dragons comme on a pu le voir sur Punk Hazard, ça ne peut être une coïncidence. En effet, pour reproduire les pouvoirs de Kaido et peut-être comprendre sa résistance légère
légendaire, Vegapunk aurait tenté de recréer son fruit du démon. Comme vous pourrez le constater, j'étais sur la bonne voie malgré que le sujet de ma théorie soit légèrement différent. En réalité, j'avais fait toute une théorie sur le lien entre le nouveau projet du gouvernement, les Oz et Kaido. Et ce sont des pièces du puzzle qui finissent par s'emboîter finalement à la perfection. Bref, Kaido a bel et bien subi des expérimentations de Vegapunk et plus particulièrement son fruit du démon qui aura été recréé partiellement grâce aux travaux sur le facteur de lignage que le grand scientifique de la marine aurait effectué avec Judge Vinsmoke, le père de Sanji. C'est un élément qu'on aura déjà vu par le passé avec le Pika Pika no Mi de Kizaru. Rappelez-vous, les lasers des pacifistas ont été en partie recréés par l'ADN de ce fruit du démon d'après X-Drake. Donc jusqu'à présent, aucune réelle surprise qu'il ait fait de même. Cependant, ses compétences semblent s'être encore plus développées au point que le fruit qu'il a recréé frôle aujourd'hui une certaine perfection. N'oubliez pas que dans le SBS 48, il nous a été révélé que pour véritablement comprendre les fruits du démon, il faudra attendre l'apparition d'un scientifique. Bien évidemment, il doit s'agir de Vegapunk, ce même Vegapunk cité un bon nombre de fois sur Wano Kuni, comme si ce grand professeur allait bientôt apparaître officiellement dans les chapitres. Désormais, c'est Momonosuke qui va nous intéresser. Jusqu'où va s'élever ses pouvoirs et à quoi va-t-il bien servir? Si lui-même possède un tel fruit du démon, qui pourrait être en partie la source d'invulnérabilité de Kaido, alors Momonosuke va réellement augmenter sa puissance. Il peut déjà générer et marcher sur les nuages comme lui, mais peut-il également créer une boule de feu, déchaîner les éléments tels que le vent et la foudre? En tout cas, le fruit de Momonosuke va forcément évoluer et lui-même aura sans doute une place importante dans la chute de Kaido. Le problème reste de savoir pourquoi le CP0 craint de voir le fruit de Kaido être dupliqué. Pourquoi se réjouit-il qu'il soit détruit dans l'explosion de Punk Hazard? Beaucoup de mystères liés à ce fruit du démon qui, je vous le rappelle, fait partie de la liste des plus vieux fruits du démon nous ayant été dévoilés puisqu'il a été ingéré par Kaido il y a de cela 38 ans. Après la fin de God Valley, croyez-moi, si Momonosuke possède vraiment un atout ultime, il ne nous tardera pas à nous le révéler dans cette grande guerre. Mais tout ça n'était que l'entrée pour ce qui va suivre. Même si ce chapitre reste très intéressant jusqu'ici, c'est bien la fin qui va tous nous passionner. Nous voyons enfin les fourreaux rouges, énormément blessés suite à leur combat contre Kaido. Il semble qu'une personne les a aidés à se soigner, mais impossible de savoir de qui il s'agit. Et là, grande révélation de ce chapitre qui est sans aucun doute la raison pour laquelle vous êtes venus sur cette vidéo, pour essayer d'y découvrir une explication. Oden est revenu. Le légendaire samouraï de Wano Kuni, celui qui aura charmé Barbe Blanche et Roger lui-même en l'accompagnant dans son dernier voyage sur l'île désormais célèbre pour y cacher le One Piece. Celui qui aurait dû être Shogun, celui qui a affronté Kaido en lui laissant la marque emblématique sur son corps, celui qui est mort exécuté par Kaido après avoir sauvé ses vassaux, se trouve désormais devant nous 20 ans plus tard dans le présent de l'histoire. Oden Kozuki est là devant ses fourreaux, concluant le chapitre 1007. Il est évident que toutes les questions se posent désormais d'un seul coup. Pourquoi, comment, quand, ça fuse dans tous les sens et j'ai moi-même eu 30 000 idées à la minute lorsque j'ai découvert cette incroyable page de fin. J'ai en tête 3 possibilités, 3 théories pouvant expliquer cette incroyable fin de chapitre. Premièrement, il ne s'agit pas d'Oden. Oui, il est indéniable que physiquement, il est Oden. Tout correspond excepté ces 2 katanas, mais ça on y reviendra plus loin. Je pense malgré tout que ce n'est pas lui, mais un clone, voire même une copie. Oui, il faut éviter de trop s'emballer et d'essayer de garder les idées claires. Et là, 2 personnes sont totalement aptes à nous leurrer à ce point. Kanjuro est l'une de ces personnes. L'un des fourreaux rouges, mais par-dessus tout le traître des Kozuki, aurait parfaitement pu redessiner le maître pour qui il devait mourir. Souvenez-vous, dans la barque transportant les fourreaux rouges sur Onigashima, Kanjuro a révélé sa véritable identité de Kurozomi en expliquant être le mouchard qui leur avait causé tant de préjudice. Quand Kinemon, de rage, a voulu l'attaquer, il s'est retrouvé à attaquer une simple peinture pourtant incroyablement réaliste, au point qu'aucun de ses amis, le connaissant pourtant par cœur, n'ait vu une différence entre la copie ou l'original. Il est doté d'un incroyable talent et les peintures qu'il réalise prennent alors vie comme s'il s'agissait d'un clone. Kanjuro serait donc à l'origine de ce Oden qui serait nul autre qu'une simple peinture. Mais Kanjuro est censé être mort. Eh bien, on n'en est pas sûr pour autant. Oui, il semblerait avoir perdu son combat face à Kiku, mais rien ne nous garantit pour autant qu'il ne s'agit pas d'un énième leurre, lui qui a passé plus de 30 ans de sa vie à mentir et manipuler son identité. N'ayant même pas vu son combat contre Kiku, il est difficile d'imaginer qu'un personnage avec une telle importance également soit simplement mort. Finalement, les Kurozomi nous ont plusieurs fois démontré qu'ils pouvaient prendre une apparence différente, notamment la grand-mère Higurashi avec son Mane Mane no Mi, alors pourquoi Kanjuro ne jouerait-il pas une dernière fois son ultime pièce de théâtre? Ensuite, seul un ennemi aurait été capable de localiser les fourreaux rouges. Leur emplacement a été annoncé par Bao Wang au groupe de Kaido, ce qui aurait alors guidé Kanjuro à leur position. Après tout, si ça avait été vraiment le véritable Oden, tout le monde l'aurait remarqué et pris pour un samouraï. Faire un clone d'Oden l'aiderait à manipuler les fourreaux rouges
pour les faire tomber dans un piège, par exemple. Et celui qui pourrait vraiment les sauver serait nul autre que celle se prenant pour Oden, Yamato. Après tout, Momonosuke et elle tomberont forcément face à face et ils seront peut-être les éléments nécessaires à déterminer si oui ou non il s'agit bien du réel Oden Kozuki. Quoi qu'il en soit, mon hypothèse sur Kanjuro est l'une des plus crédibles et scénaristiquement possibles sans aller dans les plus grands fantasmes. Cependant, ce n'est pas la seule idée que j'ai eue. Toujours en partant du principe que ce Oden que l'on voit ne serait qu'une pâle copie, un autre pouvoir que celui de Kanjuro pourrait en être à l'origine, celui de Katarina Devon. L'un des membres de l'équipage de Barbe Noire a été révélé au chapitre 925, possédant le Zoan mythique du renard à 9 queues. Absalom aurait été sa première victime et même Moria, qui le connaissait pourtant depuis plusieurs années, n'a pas reconnu le vrai du faux. Alors si c'était elle qui avait pris l'apparence d'Oden, bien sûr ça sous-entendrait surtout que l'équipage de Barbe Noire serait sur Onigashima et ça serait totalement fou. Et c'est surtout pas si incohérent pour plusieurs raisons. Le Zoan mythique de Devon serait bien plus puissant que le Manemane no Mi et permettrait de prendre une apparence seulement grâce à une photo ou un avis de recherche. Il serait logique que son pouvoir soit plus puissant qu'un simple paramécia pour se distinguer. Ensuite, le Kyobi no Kitsune, le fruit de Devon, est d'une inspiration totalement japonaise et il nous a été révélé durant l'entracte de Wano Kuni. Il n'est pas si incohérent que son apparition ultime se déroule justement dans l'un des derniers actes de cet arc. Surtout qu'Oda avait en tête depuis de nombreuses années de donner ce pouvoir à Katarina Devon puisque son premier croquis la concernant l'a représenté comme un personnage s'appelant Kitsune et étant une jolie femme. Aujourd'hui, Devon est moins jolie mais a malgré tout récupéré l'image du Kitsune. D'autant plus que Devon porte un épithète très particulier, celui de la chasseresse de la nouvelle lune. La lune est un symbole des plus importants de l'arc de Wano Kuni pour plusieurs raisons, dont le nom des clans de Wano tous reliés à la lune, ou encore le raid d'Onigashima se déroulant sous la pleine lune. Et puis la transformation est sensiblement la même. La seule question est désormais de savoir pourquoi. Pourquoi Devon se transformerait-elle en Oden et pourquoi chercherait-elle à attirer et piéger les fourreaux? C'est pour l'instant trop flou, mais ça reste une véritable possibilité. Pour finir sur les théories autour de la copie d'Oden, il faut prendre en compte certaines choses. Oden a deux cicatrices particulières, l'une sur son torse, l'autre sur sa cuisse. Ces éléments pourraient donc nous aider à discerner quel est le vrai du faux. Également ses sabres, Ameno Abakeri et Enma. Le Oden qu'on voit ne porte ni l'un ni l'autre. Alors est-ce une mauvaise copie ou cela est-il justifié parce que le vrai Oden a remis ses sabres à Toki juste avant sa mort? Bien pour l'instant il est impossible de le dire pour le moment, mais c'est justement ce qu'on va voir dans la dernière théorie. Tout ça pour dire que la nouvelle introduction d'Oden me semble quelque peu ordinaire vu l'importance historique de ce personnage. Connaissant un chouïa l'écriture d'Oda depuis le temps, s'il avait vraiment voulu jouer un suspense autour de la réapparition d'une telle légende, il nous l'aurait simplement teasé dans une certaine obscurité comme pour le chapitre 1004 par exemple, pour qu'on puisse deviner de qui il s'agit sans pour autant en être sûr et tout nous dévoiler. L'autre théorie, et la théorie ultime, serait malgré tout qu'il s'agisse du véritable Oden. Oui, cet homme serait le vrai seigneur des fourreaux rouges. Mais comment? Eh bien il y a une possibilité que ce soit encore du voyage temporel. Admettons que Toki soit réellement morte et que son fruit du démon, le Toki Toki no Mi, soit réapparu sur Wano Kuni et que d'un heureux hasard, sa nouvelle propriétaire soit nul autre qu'Iori. Elle aurait pu alors entraîner son pouvoir pendant des années afin de revenir dans le passé, récupérer Oden avant sa mort et ainsi le ramener dans notre présent. Cela expliquerait pourquoi il ne possède pas ses katanas habituels, mais par-dessus tout expliquerait pourquoi il n'a nullement vieilli et pourquoi il ne semble pas blessé de son exécution il y a 20 ans, bouilli dans une marmite d'huile chaude. Simplement car le Oden que l'on voit serait le Oden juste avant son exécution. Alors forcément vous allez me dire que le Toki Toki ne permet pas un retour dans le passé, pas vrai? Eh bien rien n'est sûr. N'oubliez pas que les fruits du démon ont la particularité de s'éveiller et ainsi développer de toutes nouvelles aptitudes et compétences qu'il n'avait pas à l'origine. Peut-être qu'Iori est parvenu à le maîtriser au point de combler cette faiblesse de ne pouvoir aller que dans le futur et peut désormais aller dans le passé. Elle serait bel et bien la personne vue soignant les fourreaux rouges au chapitre 1004 et aurait ramené avec elle son père. Alors mon véritable avis sur ce sujet, Oden est-il réellement revenu? Vous le savez aussi bien que moi, Oda n'est pas un grand tueur de personnages. Dans le présent de son histoire, les grandes morts notables sont très peu élevées comparées au nombre colossal de caractères qu'il nous a introduits dans son œuvre. Cependant, on ne peut lui enlever une chose, l'intensité de ses flashbacks. Quand il développe l'histoire d'un de ses personnages principaux, son passé sera quasiment obligatoirement teinté d'une mort importante et notable. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais pensez au passé d'Amugiwara ou même d'un autre antagoniste, et vous verrez qu'Oda n'hésite pas à baser son histoire sur une mort marquante. Récemment, l'un des plus puissants et importants flashbacks a fait son apparition, celui d'Oden Kozuki. La création des fourreaux, la rencontre entre Barbe Blanche, son voyage avec Roger, il était d'une envergure littéralement légendaire. Tout était respecté à la lettre et plus encore jusqu'aux fameuses morts de tous les flashbacks de One Piece, celles d'Oden et Toki Kozuki. Les parents de Momonosuke et Iori sont donc bel et bien morts et cela nous a été confirmé à de nombreuses reprises. Si on en doutait encore, Orochi nous explique avoir vu Oden mort de ses propres yeux, mais pas ses fourreaux.
expliquant pourquoi ils sont revenus. Toki, elle, s'est effondrée devant la foule et sera également considérée comme morte par le peuple. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'on a des preuves de leur mort, que ce soit dans leur flashback ou dans leur histoire présente. Il n'y aurait actuellement aucune raison de salir toute l'écriture d'un des flashbacks les plus mythiques de One Piece en faisant revenir à la vie un personnage qui n'a aujourd'hui plus sa place. Sinon, pourquoi Oden aurait-il sauvé ses fourreaux? À quoi bon que Momonosuke veuille venger ses parents? Quel est le but même, tout simplement, des fourreaux rouges? Toute l'histoire de cet arc s'est basée sur un seul élément déclencheur, le sacrifice d'Oden Kozuki. Tout comme Roger, il n'était pas destiné à être l'acteur principal de la révolution qu'il a lancée. D'ailleurs, il a très bien dit lui-même avant de mourir, la guerre qui éclatera dans une vingtaine d'années ne sera remportée que par ses protagonistes qui seront les seuls à vaincre Kaido. Cette même phrase, nous pouvons la retrouver au chapitre 1000, faisant écho aux paroles d'Oden avec les 5 supernovas façon Yonko, prêts à se sacrifier pour leur vie dans cette grande guerre apocalyptique. Pourquoi ce discours nous expliquant que lui-même n'est pas destiné à vivre cette époque pour finalement le faire revenir maintenant? J'ai du mal à y croire. De plus, nous avons déjà Oden de partout. Yamato se prend pour Oden, les fourreaux rouges perpétuent la volonté d'Oden, et même Zoro, à travers Enma, ressort l'esprit d'Oden. Il est donc devenu un personnage beaucoup plus important mort que vivant désormais, et si lui-même peut revenir aujourd'hui, alors Roger, Ace ou encore Barbe Blanche pourraient de nouveau revivre dans le futur de l'histoire. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'être patients, je reste persuadé que ce n'est qu'un leurre, une illusion, et qu'Oda sait parfaitement où aller avec son histoire, sans se tirer les cheveux à ce point-là. C'est la fin de cette longue review les bros, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un long travail mais ça en valait la peine. J'attends tous vos commentaires, faites-moi part de vos avis et vos théories. On se retrouve ce soir sur le serveur Discord et ce week-end pour les jeux et animations. En attendant, je vous souhaite un très bon vendredi les bros, n'oubliez pas le petit pouce bleu, merci à vous et peace.